Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format podcast Table Ronde. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'aussi essentiel que fragile, le bénévolat. On s'intéresse en particulier à une question, pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de fidéliser les bénévoles et surtout que peut-on faire pour y remédier? On va tenter d'y répondre avec nos invités du jour, tous issus de structures très différentes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit tour de table afin de vous présenter en quelques mots. Magali Piquette, donc moi je suis enseignante au départ, je suis élue au comité départemental de l'autonome de solidarité laïque, délégataire local et je suis aussi élue au CA national et je suis trésorière générale de l'autonome. Claude Verret, je suis là en tant qu'administrateur d'écologie au quotidien, association qui est adhérente à la Fédération des œuvres laïques. Et puis je suis aussi administrateur de BioVallée. Je crois que votre président est aussi avec moi administrateur de BioVallée. Et puis de plusieurs associations. Je suis administrateur d'un réseau d'accueil des réfugiés qui s'appelle le REDAR, d'un média citoyen d'Iwa et de plusieurs associations. Je suis très investi dans le tissu associatif drômois. Florence Manifold-Cham, je viens au titre de mon rôle de présidente d'une association de danse des signes à Valence. Voilà, donc, j'ai pris cette fonction cette année, après 17 ans de consommation en tant qu'adhérente pour accompagner mes deux filles. Pour qu'on comprenne bien vos réalités respectives, j'aimerais qu'on parle un peu de vos associations. Alors oui, nous là, l'association des signes, nous ne sommes que des bénévoles au niveau du bureau. Nous avons par contre, pour les professeurs, on a un professeur qui est salarié et un autre qui est auto-entrepreneur. Ok. Et dans l'accueil des bénévoles, comment ça se passe ? Alors au niveau de l'accueil des bénévoles, c'est une élection au niveau, il y a un bureau et ensuite on sollicite les parents des enfants qui dansent ou des danseurs, puisqu'il y a des danseurs adultes, pour participer à un certain nombre de réunions de regroupement dans l'année. J'entendais monsieur en arrivant qui parlait d'une ambiance un petit peu familiale et là c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on souhaite préserver et qui, je pense, est très fédérateur au niveau des membres de l'association et très mobilisateur au niveau des personnes qui vont s'impliquer et agir pour l'association. Donc là, le bureau, après, on est élu lors de l'Assemblée générale, voilà. Et là, on est tous des bénévoles. Donc, en dehors de moi-même qui suis présidente, on a une secrétaire qui est institutrice, on a une trésorière et on a une secrétaire adjointe et on a eu, non c'est tout, dans les postes on a tout, c'est tout, et après des participants volontaires qui sont membres du bureau, qu'on pourrait qualifier de vice-présidente sans avoir vraiment le titre. Et ponctuellement, on va avoir des adhérents qui vont venir nous prêter main forte pour des actions ponctuelles. C'est vrai qu'on a... Alors, je prends un peu d'avance, mais nous, on n'a pas de baisse de mobilisation depuis cette année, bien au contraire. Bien au contraire. Et du coup, est-ce que vous avez des bénévoles dans vos structures ou associations ? Et si oui, comment est-ce que ça se passe avec eux ? Alors nous, à l'autonome de solidarité, on a des bénévoles qu'on appelle militants, parce qu'on estime que notre mission, c'est une mission pour un mieux-être social et que on porte un message, entre guillemets, politique. Donc nos bénévoles sont élus des adhérents. Donc on a des élus locaux qui sont ensuite organisés en comités départementaux.
Ces élus locaux représentent les adhérents lors des assemblées générales, et puis on a un CA national et un bureau. Et moi, je m'occupe au niveau national du recueil des heures de bénévolat. Et pour vous donner une idée, cette année, on a recueilli, alors c'est assez précis quand même, les gens remplissent tous les trimestres une sorte de questionnaire. On a 80 000 heures de bénévolat annuel au niveau national, avec à peu près 1000 bénévoles ou militants investis diversement dans les départements. Voilà. Et vous, du coup, il me semble aussi que vous avez des bénévoles dans votre association? Oui, alors on a un réseau avec qui on fait un mailing assez régulièrement pour des réunions ou pour des mobilisations comme ce samedi à Val-de-Rôme. On a 113 bénévoles qui sont régulièrement invités sur nos actions. Après, pendant on organise un festival la dernière semaine de janvier depuis 24 ans. Et donc, à ce moment-là, on a un gros afflux de bénévoles parce que c'est un événement, parce que c'est très convivial, parce qu'on danse, parce qu'on nourrit les bénévoles, tout ça. Et là, on a une énorme mobilisation, particulièrement des jeunes, ce qui n'est pas évident toute l'année dans le montage du projet, le montage des événements. Voilà, ouais, je crois que c'est à peu près le tour. Alors, le mot militant, moi, me plaît bien. On n'a pas que des militants. On a des gens qui sont bénévoles parce qu'ils font de l'accueil des intervenants ou des intervenantes ou des bénévoles d'ailleurs, puisque l'événement dure une semaine. On a des gens qui sont très militants. On a des gens qui sont très serviables. Il y a des personnes âgées qui passent un très bon moment et qui viennent pour le plaisir. C'est assez diversifié au niveau du bénévolat, je dirais. Et du coup, vous, comment vous les définirez, vos bénévoles, enfin, même le terme en lui-même? Alors les bénévoles, je pense que ce qu'ils ont au cœur, ce qui est le fondement de leur démarche, c'est le lien social, c'est l'amour du territoire, et puis c'est les grandes valeurs qu'on porte depuis toujours, la liberté, l'égalité, la fraternité, le droit des humains, des femmes et des hommes, la justice sociale, c'est ça qui les anime. Après, je pense qu'il y a dans le panel, pour reprendre le panel politique, ça va du centre jusqu'à l'ultra-gauche, hein, il y a pas c'est très divers en définitive. On ne sélectionne pas là-dessus. On souhaite toucher toute la population et donc on a des bénévoles qui viennent d'un peu de tous les milieux, toutes les sensibilités, toutes les traditions, toutes les professions, voilà. Vous aussi, vous êtes à peu près dans le même... Alors nous, c'est un peu différent puisque notre association, elle a fêté ses 120 ans il y a 2 ans, donc 122 ans. Au départ, on est né dans le milieu des instituteurs du premier degré, avec une première association locale à Toulouse en 1903. Et donc, on a toujours recruté nos militants parmi les personnels d'éducation, puisque notre mission, c'est défendre, accompagner, soutenir les personnels d'éducation dans les difficultés de leur métier. On s'est ouvert en 2021 à tous les métiers d'éducation, donc éducateurs sportifs, personnel petite enfance, etc. Donc maintenant, on a des métiers bien plus diversifiés et logiquement, on commence dans nos comités départementaux à avoir des bénévoles militants issus de ces nouveaux métiers. Okay. Voilà. Mais nous, nos bénévoles, en fait, ils passent par le filtre, enfin le filtre, ou l'épreuve, qui n'est pas une épreuve de l'élection, puisqu'on a des élections tous les 2 ans. Et c'est une démarche d'être inscrit sur ces listes qui sont ensuite approuvées par les adhérents. Alors assez logiquement, quand on est candidat, on est élu. Hein. Les gens ne se battent pas, sauf petites exceptions. Mais c'est de fait un engagement qui est sur le plus long terme. On sait qu'on s'engage pour un mandat de 6 ans. Lorsqu'on candidate au comité départemental. Ils ne peuvent pas faire moins de coup.
Ah ben alors après, on a aussi depuis quelques années le statut de militant coopté, c'est-à-dire que c'est renouvelable par tiers, donc il y a des élections tous les 2 ans. Et si quelqu'un est intéressé ou bien veut voir ce qu'il en est de la vie du comité local, il peut venir aux réunions, faire les formations, participer à nos actions, mais la limite c'est que ces personnes-là ne peuvent pas faire le suivi des adhérents puisqu'il y a quand même une question de confidentialité RGPD et qu'il faut être élu à ce moment-là pour pouvoir être en contact avec les adhérents. Okay. Oui, donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes postes, enfin les mêmes missions. Non, mais en général ça fonctionne assez bien. Et pour nos militants élus, à part des accords idéologiques très marqués, comme ça a pu arriver, quand on commence, on reste jusqu'à la fin, puisqu'on a une date limite à 68 ans pour la première élection, et donc ça fait 73 ans et demi pour les fins de mandat. Mais les gens qui s'engagent, en général, restent toute leur vie chez nous. Voilà. D'accord. Donc pour une petite mise en contexte, en France, 38% des gens donnent de leur temps en 2024, mais près d'un quart abandonnent ensuite leur engagement. Parmi eux, 12% disent que les missions n'étaient pas assez claires ou mal définies. Autre chiffre important, les jeunes de 15 à 34 ans représentent 44% des bénévoles. Il y a donc un vrai potentiel, mais encore faut-il savoir les attirer et les garder. Et du coup, concernant l'accueil de vos nouveaux bénévoles, comment est-ce que vous vous y prenez pour les accueillir dans votre association? Parce que du coup, vous, ça se fait à travers des candidatures, mais pas que. Alors, pour être très clair, c'est par cooptation, parce qu'on repère chez des collègues, chez des connaissances ou parmi les adhérents qu'on a pu aider, des personnes qui sont intéressées, sont reconnaissantes, ont envie de s'investir. Et donc elles sont en général militantes cooptées pendant quelques mois et ensuite deviennent bénévoles. Après on a tout un parcours de formation au niveau national puisqu'on accompagne les personnes d'un point de vue humain certes mais aussi juridique par rapport aux responsabilités des personnels d'éducation et donc on a tout un parcours de formation. C'est aussi sur l'écoute active, sur le fonctionnement des différentes structures d'où sont issus nos adhérents. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des difficultés dans l'accueil de vos bénévoles? C'est à moi que s'adresse la question. Oui. Non, honnêtement, on est obligé même de fermer les portes à certains moments parce que comme on est l'association, je le rappelle, s'appelle Écologie au quotidien, seul dont je parle. Et donc, je dirais franchement, l'écologie, et en particulièrement dans le Diois ou dans la Drôme, est très portée, très porteuse. Et donc, on n'a pas du tout de difficultés. En janvier, pendant l'événement, pendant le festival de l'écologie au quotidien, on est obligé d'arrêter parce qu'on aurait 200 bénévoles. Et l'événement, à 113, là, ça va bien, quoi. Après, on nourrit, on loge les bénévoles, hein, parce qu'il y a des bénévoles qui viennent de toute la France pendant l'événement. Donc, et puis on les forme. Donc, c'est un travail important qui mobilise déjà une semaine avant l'événement et 3-4 jours après l'événement pour ressortir par le haut de l'événement. Et non, on n'a pas de difficulté avec les bénévoles. Et on a une petite différence, c'est que les bénévoles qu'on a pendant toute l'année, une trentaine qui travaillent à peu près une fois, on se retrouve à peu près une fois par mois pour élaborer un projet, des actions, des formations. Ce sont des personnes, je le dis franchement, qui ont presque toutes plus de 60 ans. Et pendant l'événement, ce sont les 3/4 qui ont entre 20 et 35 ans. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Ça répondra à une question peut-être ultérieure. Les jeunes générations viennent sur un événement ponctuel, ils prennent beaucoup de plaisir et puis les anciens, c'est la génération qui est engagée sur le long terme. Et quand on adhère, moi je suis adhérent de la Ligue des droits de l'homme par exemple, ça fait 30 ans et puis j'y serai jusqu'à ma mort. Je pense qu'il y a un moment, c'était une autre façon de s'investir dans les associations. Ce que dit M. Véret, c'est ce qui a été pensé, formalisé par un sociologue qui s'appelle Jacques Yon et qui a écrit en 97, je crois,
Donc un ouvrage un peu fondateur sur l'engagement militant et qui oppose l'engagement timbre-poste collé à vie, donc à partir d'une étude sur les syndicalistes CGT qui se mariaient dans la proximité de cet engagement, donc toute la sociabilité tournait autour de cet engagement unique et perpétuel à ce qu'on appelle un engagement post-it à partir de la fin des années 90 où les jeunes générations seraient, je dis seraient parce qu'il y a beaucoup de nuances quand même à apporter à cette théorie, seraient sur des actions plus ponctuelles et ce qu'on appelle l'engagement de projet, le militantisme de projet, aussi via les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est vrai que du coup, par rapport aux jeunes, vous dites que du coup, vous en avez beaucoup qui viennent lors d'événements. Et du coup, la plupart en fait le font suite à leur projet personnel ou professionnel, mais aussi par rapport à leurs études. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens il y a des jeunes qui sont très militants, qu'on retrouvera dans des ZAD ou dans des extinctions rébellions ou des actions très engagées, soulèvement de la terre, et qui viennent bien évidemment. Il y a des jeunes qui sont aussi correspondants de presse, par exemple. On a des jeunes qui viennent de la revue Reporter, qui viennent de Mediapart ou d'autres structures, donc qui viennent par curiosité, mais qui sont aussi bénévoles. Et puis, on a quelques personnes qui font aussi tous les festivals au niveau de l'environnement. On les retrouve à Prime Vert à Lyon, au Dialogue en Humanité à Lyon, on les retrouvera dans d'autres lieux comme ça, parce qu'il y a quand même aujourd'hui à peu près, je dirais, j'en sais rien, au moins une cinquantaine de festivals qui tournent autour de l'écologie, de la transition écologique en France. Il y en a un à Cluny bientôt qui est renommé aussi. Enfin, il y en a en Alsace, il y en a un qui doit fêter ses 30 ans. Donc, ce sont des gens qui se forment, je dirais comme ça, en allant de festival en festival et aussi en rencontrant des acteurs, des intervenants, des intervenantes qui leur permet. C'est une sorte de formation complémentaire, je dirais presque. Et donc, ça marche très très bien. Et puis, il y a des acteurs locaux. Il y a une soixantaine de bénévoles qui sont du Diois. Et eux, c'est une sorte de retrouvaille. Le Diois, c'est très étendu. Il y a des villages comme Valdrome, Beaurières ou Luce-la-Croix-Haute qui sont quand même à plus d'une heure de Die ou à 1 heure de Die. Et donc, c'est un peu, en janvier, c'est la rencontre des habitantes et des habitants du Diois. Ils ne se sont pas vus souvent pendant 1 an. Et donc, ils viennent pendant ce festival et c'est le moment de construire, d'échafauder des projets, de manger ensemble, de trouver des logements, de trouver plein de choses, même des compagnons, des compagnes. Donc, c'est un moment d'effervescence territoriale qui permet de faire surtout du lien social, comme je disais en introduction. Et du coup, est-ce que vous adaptez vos missions en fonction des jeunes? Vous adaptez vos missions si c'est des jeunes? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans la formation, déjà, on a une semaine de formation avant l'événement, et puis on a des formations tout le long de l'année, hein. Et ces formations, c'est surtout sur la communication non violente, des sujets qui sont un peu plus sur l'écologie personnelle, pour reprendre le terme de Félix Guattari, de cette écologie qui est de l'ordre plus intérieur. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais bon, pour nous, savoir écouter, savoir parler calmement et répondre à des questions et pas avoir préfiguré des réponses avant d'avoir écouté. Tout ça, c'est un travail qu'on fait avec les bénévoles et c'est vraiment c'est capital. Et souvent, ils s'en sortent très satisfaits, enrichis et reviennent l'année d'après. On a par exemple des gens qui viennent depuis 10-15 ans, qui viennent de Louvain-la-Neuve, on ne sait pas pourquoi, une quarantaine de bénévoles qui viennent de Louvain-la-Neuve en Belgique. Ils sont passionnés par cet événement et il y en a 2 même qui se sont installés dans le Diois du coup. Et donc, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une convivialité qu'ils recherchent. Si vous avez des difficultés peut-être à recueillir des jeunes en tant que bénévoles? Alors, nous au départ, donc nos adhérents, ce sont des personnels d'éducation. En première intention, ce sont des enseignants donc, qui commencent le métier à 25 ans, ils mettent 4-5 ans à être stabilisés sur leur poste et au mieux, les plus jeunes militants arrivent à 30 ans.
mais c'est quand même assez rare. Parce qu'on sait que les métiers d'éducation sont en tension et que de plus en plus de tâches administratives s'ajoutent à l'emploi du temps. Donc, comme en plus on a un métier, enfin, des métiers qui sont très féminisés, on sait qu'entre 30 et 40 ans, les femmes, elles sont prises aussi par beaucoup de contraintes, d'obligations familiales. Donc on a un petit peu de mal à avoir des militants qui soient des actifs. L'idéal dans nos comités, c'est de pouvoir mixer des retraités qui ont une grande sagesse et une grande expérience, et surtout de la disponibilité pour pouvoir aller dans les établissements, pour pouvoir se déplacer. Et il faut aussi qu'on ait des actifs, parce que on est en lien avec des personnels en difficulté, et il faut qu'on garde le contact avec la réalité du terrain. Et c'est ça qui est difficile. L'idéal donc est d'avoir un comité mixte et pas un comité avec que des actifs, parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas se déplacer sur les établissements, ils ne peuvent pas venir aux réunions nationales, ou que des retraités, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus l'enclenchement du recrutement permanent, parce qu'ils sont coupés des lieux d'exercice, et voilà. Donc nous, on essaye de toujours garder cette mixité, mais parfois c'est pas facile. Voilà. Et vous, du coup, dans votre association, d'un point de vue pour les jeunes, est-ce que c'est compliqué aussi de les mobiliser? Alors, en fait, c'est très simple, puisque c'est la volonté de l'école depuis tout temps. C'est une école qui existe depuis plus de 70 ans. Mais on souhaite développer un esprit de tutorat en quelque sorte, c'est-à-dire que les ados, les plus grands, vont s'occuper des petits. Alors ça peut être lors des concours par exemple, il va y avoir l'aide pour le maquillage, le coiffage, la tenue, les ballets, là aussi elles répètent tout ensemble, donc ça se fait tout naturellement et de façon, j'allais dire, informelle. Après le recrutement des enfants, par définition, hein, l'école de danse, les premiers enfants, certains ont même, ma plus jeune fille a commencé, elle avait à peine 4 ans, quoi. Donc voilà. Donc nous, on n'a pas de souci de ce côté-là. Et du coup, on parlait de numérique aussi, tout à l'heure, vous l'avez évoqué. C'est vrai qu'il y a pas mal de changements numériques qui se passent, dont même le télébénévolat qui est demandé. Est-ce que dans vos structures, vous avez envisagé de le faire? Vous avez des besoins ou des envies de l'utiliser? Non, honnêtement, cette année, enfin, après chacun se voit un peu comment ça se passe. Nous, dans le DIWA, on a privilégié les relations humaines. On ne pense pas que les outils informatiques soient la solution à terme. On fait toutes nos réunions en présence, on fait rarement avec d'autres structures, avec Graine Aura ou avec la Fabrique des Transitions, on fait un peu de télétravail parce qu'ils sont éloignés, on ne va pas monter à Paris, ou avec les MFR, comme à Dijon ce week-end. Mais autrement, non, on préfère de loin la présence, et on n'est pas du tout focalisé sur les outils. Je vous avouerai même franchement qu'on est tellement peu focalisé sur les outils, peut-être je suis le dernier du DIWA à ne pas avoir de téléphone portable. Donc c'est un signe aussi, on est un territoire particulier avec beaucoup de résistance historique, et ne pas avoir de téléphone, ça fait partie aussi des résistances. D'accord. Alors, nous, on est déployés sur tous les départements. On a 98 délégations, dont des délégations en Outre-mer, etc. Et on utilise la visio pour faire des points avec tous nos élus 2 fois par mois. Et au niveau des coûts, ça nous permet une économie qui est très, très importante. Et on ne pourrait pas avoir ce fonctionnement-là, cet échange, sans ces outils. On est tout à fait d'accord que ce qui est important, c'est le lien, et faire des visios avec des gens qu'on ne connaît pas, en général, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, nous, on se connaît en général plutôt pas mal, ça fait des années qu'on se côtoie, et pour une efficacité, en effet,
au niveau national, on utilise le numérique parce que qui dit déplacement à Paris dit nuitée, voilà, et on est financé quand même à 94% par les cotisations de nos adhérents. Donc voilà, une nuitée d'hôtel, c'est minimum la cotisation de 5 adhérents. Donc quand on fait une visio avec 98 départements, vous voyez à peu près ce que ça fait en dépenses. Donc d'un point de vue tout à fait pragmatique, ça nous permet de regrouper l'ensemble des délégations beaucoup plus régulièrement et d'avoir des processus démocratiques, on va dire, un peu plus horizontaux, quoi. Et par rapport aux problématiques aussi locales, moi dans mon comité, il n'y a pratiquement que des actifs. Ce soir, j'ai un comité ici, là, dans les bureaux partagés, et il y aura une personne de Montélimar qui sera en visio, parce que notre comité, il est à 18h, et que c'est une enseignante, et qu'elle finit à 17h, et que le temps d'arriver, c'est pas possible. Donc, on la voit parfois, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais pour les rendez-vous réguliers, on utilise le numérique. Voilà. Il y a des bons retours des bénévoles, du coup, sur cette utilisation-là. Ouais, il y a des... Alors, je dis pas qu'on ne se voit jamais. Hein. Oui, il y a cette possibilité. 2 à 3 fois par an, on réunit tout le monde à Paris ou dans une grande ville pour des rencontres militantes. Mais oui, on a des bons retours dans la mesure où ça permet aux actifs de s'impliquer. Sinon, on n'aurait que des retraités. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas envisageable pour nous, quoi. Voilà. Donc, on a pour tout ce qui est réunion, prise de décision collective. Et puis, on a aussi tous les formats de formation avec nos avocats, puisqu'on fait des formations juridiques avec des avocats. Et à ce moment-là, voilà, on peut toucher et diffuser beaucoup plus la connaissance beaucoup plus vite avec un échange qui est quand même possible. Tout ça parce que les gens se connaissent. Mais oui, je suis d'accord de dire que on ne crée pas de lien avec du numérique. Par contre, on l'entretient. Oui. Et vous ? Alors nous, au niveau des réunions du bureau, j'avais proposé, alors j'étais pas encore présidente, de faire une réunion en visio et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc les réunions en bureau se font en présentiel. Par contre, on utilise beaucoup le numérique à des fins pédagogiques, c'est-à-dire que les chorégraphies sont filmées et ça permet et envoyé par WhatsApp. Pour chaque niveau, il y a un groupe. Donc la chorégraphie est envoyée sur ce groupe-là, ça permet aux élèves de réviser entre 2 cours. Et c'est aussi un lien très important avec les familles. Ça nous permet aussi de les solliciter pour un coup de main. Récemment, par exemple, il a fallu vider le garage dans lequel étaient rassemblés tous les costumes, les matériels, etc. Et ben, on a fait un doodle en proposant des plages horaires de 2 heures. Les familles se sont inscrites, sont venues et à ce moment-là, par le biais de la rencontre personnelle, ben, je sais que j'ai déjà recruté 2 personnes potentielles pour venir nous prêter main forte au niveau de l'association. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'on utilise à la fois pour communiquer aussi avec les familles. Un enfant qui est en retard, un enfant qui ne vient pas, les familles envoient un message. Et les professeurs, à la fin de chaque cours, vont renvoyer. Ça permet aussi aux familles de voir ce que font leurs enfants. Donc pour nous, c'est vraiment un outil précieux de lien avec les familles et de communication et pédagogique. Et pour la fidélisation du coup des bénévoles, vous en avez déjà un peu parlé, ou du coup c'était sur une longue durée, mais est-ce que vous avez quand même des difficultés à en fidéliser certains ou pas forcément ? Il y a certaines délégations où on a des personnalités très fortes qui, je pense, prennent toute la place et ne laissent pas à chacun l'espace militant, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, nos
Nos militants, ils sont issus de l'éducation nationale. C'est quand même un milieu qui est très normé. Et s'ils vont dans une structure qui, elle aussi, ne répond qu'à des procédures, il n'y a pas d'intérêt. Malgré tout, on est partenaire avec un assureur. On a un suivi des dossiers des militants qui peuvent aller devant la justice, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on a quand même cette exigence-là en termes de précision et de sérieux du suivi. Mais il faut qu'on trouve un espace de liberté militante. Et je pense que c'est aussi l'enjeu, c'est que les gens, s'ils viennent là, c'est pas pour suivre des directives, il faut que dans leur département, ils aient une autonomie, une initiative possible de faire une conférence sur ceci, sur cela, d'aller rencontrer telle ou telle personne. Et c'est là, je pense, que les gens trouvent l'intérêt de leur engagement. Voilà, donc dans cette capacité de trouver l'équilibre entre une grande structure qui a nécessairement besoin de normes et un espace militant revendiqué. Oui. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez du coup concernant vous, la fidélisation de vos bénévoles? La fidélisation, je prendrai un exemple. Par exemple, Écologie au quotidien donc, plante tous les hivers des milliers d'arbres sur la vallée, de Livron à l'Oriole jusqu'à Luce-la-Croix-Haute et la Motte-Chalancon. On a planté 8000 arbres dans 30 écoles, une soixantaine d'associations, 25 communes, des arbres qui nous sont donnés par le pépiniériste Vauvy de Cré. Et donc là, on a mobilisé à peu près 3500 bénévoles. Et comment ça se passe? Eh ben, c'est simple, on a sur la plateforme Écologie au quotidien et BioVallée, on a mis les dons d'arbres. Les gens qui du territoire de la vallée se positionnent, toutes les associations, toutes les communes, tous les collectifs, même informels, peuvent se positionner là-dessus. Et quand ils ont ficelé leur projet de plantation, on leur donne des arbres. Alors ça veut dire que les bénévoles, par exemple, on sort aussi de la vallée, puisqu'on en plantait à Chabeuil avec Terre de Liens. Quand ils ont réuni une vingtaine de personnes, qu'ils ont monté leur projet, qu'ils ont fait des analyses de terre et tout ça, on leur donne 20, 30 ou 40 arbres à planter. Nous, on y va pour les former sur place pour les plantations. Mais en définitive, les porteurs de projets, après, ils sont autonomes dans leur aventure. Nous, on va pas arroser les arbres à Chabeuil tous les 3 semaines. Nos bénévoles sont autonomes sur le projet qu'ils sont en train de porter. C'est pareil pour les écoles. Dans une trentaine d'écoles, on a dégoudronné sur certaines communes, on a planté des arbres, on fait des aménagements un peu sauvages, mais les mairies, les instituteurs, les parents d'élèves participent à la dynamique. Nous, on y va pour les former sur le prendre soin de l'arbre, sur le dérèglement climatique, sur les besoins en eau de l'arbre, sur les problèmes de feu, de forêt, sur la biodiversité, le retour de la biodiversité au sein des cours d'école. Mais après, on les laisse autonomes. Alors, des fois, ça se passe super bien, même trop bien, parce on travaille avec les éclaireurs et éclaireuses de France. Et ce projet de planter des arbres, ils vont le faire à Privas ou ils vont le faire à Chambéry. Et nous, on ne suit pas ce qui se passe après, en définitive. Et donc, les bénévoles, ils font un peu ce qu'ils veulent derrière, pourvu qu'ils portent le projet et qu'ils prennent soin de ce pourquoi ils ont été motivés pour venir à Die, se former et emmener des arbres. Ben, on les laisse en pleine liberté. On forme des gens à la liberté, en définitive, je dirais presque. C'est plutôt ça, et à l'écologie, bien évidemment. Pour ça, quand je disais qu'on a 113 bénévoles, c'est ceux qui sont inscrits à la feuille régulière qu'on envoie aux bénévoles, la feuille d'entraide. Et en réalité, on est à 3500 bénévoles sur la Drôme, voire plus largement avec Chambéry et Privas, parce qu'ils portent des projets que nous soutenons. Après, il y a beaucoup de choses qui viennent compléter tout ça, parce que du coup, il y a il y a plusieurs pépiniéristes qui veulent nous donner des arbres. On est submergé par les arbres. Vauvy à Creil nous en donne 10 000. Nous, on n'a pas trouvé 10 000 places et 10 000 trous à faire pour planter 10 000 arbres. Mais il y a des structures comme les plantes aromatiques et médicinales, les entreprises qui nous apportent des cuves pour irriguer.
Il y a des entreprises comme Gambert ou Passion Nature qui nous apportent des clôtures et des grillages pour les arbres et tout. Il y a une vraie mobilisation autour des projets, une vraie mobilisation territoriale. Alors, c'est du bénévolat et pas du bénévolat, c'est du mécénat ou autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un territoire qui avance, une dynamique territoriale qui fait plaisir à voir, auquel on prend beaucoup de plaisir à faire des choses et qu'on espère en train de changer un peu le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est un objectif un peu peut-être... Mais on est très content, même politiquement, on a réussi à avoir une députée verte et donc ça va tout à fait dans le même esprit. Je pense que si elle y est, c'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'on fait le job depuis une bonne 50aine d'années sur ce territoire. Du coup, là, c'est plus à travers des projets qu'ils arrivent à fidéliser leurs bénévoles. Et vous, du coup, comment vous y prenez? Quelles sont un peu vos stratégies? Alors, je dirais que la stratégie de cette école de danse, c'est en fait c'est familial. Voilà, c'est cette atmosphère, c'est le fait que le bureau, ce sont le plus souvent des parents de danseurs, et de créer cette ambiance-là qui la distingue d'une école qui n'est pas associative, qui va avoir un but mercantile, où les adhérents, les participants vont être des clients qui vont choisir tel ou tel cours, et ceux qui viennent d'une autre école, en fait, nous disent que c'est ce qu'ils apprécient chez nous, c'est ça, c'est ce côté familial. On va avoir des temps tout au long de l'année où on va se retrouver au moment de Noël, où ils vont voir leurs enfants danser, des temps de partage, et c'est cette ambiance-là qui les fidélise. Après, bien évidemment, il y a tout le travail des enseignants, qui va aussi, le lien qu'ils vont créer avec leurs élèves, sans avoir de baisse au niveau de l'exigence, mais voilà, il va y avoir toute cette implication et cet amour de la danse et de l'art qui va fidéliser les adhérents. La plupart des enfants commencent très jeunes et finissent, arrêtent de venir dans l'école après le bac, et il y en a beaucoup qui vont se professionnaliser. Cette année, l'année prochaine, il y a 5, on a actuellement 128 élèves, mais sur les 128, il y en a 5 qui ont l'intention de se professionnaliser l'année prochaine. Chaque année, il y en a plusieurs. Donc voilà, et je pense que vraiment la spécificité des signes, c'est ça. C'est ce côté humain, en fait. Et c'est vrai que, alors c'est une remarque tout à fait empirique, hein, mais je trouve que dans la mentalité française, ce qui va beaucoup mobiliser les choses, c'est les affects. C'est les liens de personne à personne. Plus que ça peut être aussi une volonté politique, hein, comme c'est le cas dans votre association, monsieur, ou aussi, mais alors quand je dis politique, c'est pas politique au sens politicien, hein, c'est politique au sens noble, c'est-à-dire agir pour la cité. Pour ma part, c'est ce qui me mobilise, par exemple, pour la CPTS. Mais voilà, il y a ces deux axes et ces deux choses qui jouent. Et donc, nous, à l'association des signes, on est vraiment dans le lien interpersonnel. Et est-ce que vous avez des retours de vos bénévoles par rapport à ça, par exemple à des fiches mission, beaucoup plus claires sur leur mission, ou à des moments de partage plus importants, ou à une reconnaissance pour que eux puissent rester dans votre association? Des retours? Oui, de vos bénévoles. Alors, on n'a pas de retour. Moi, j'ai écrit un mémoire récemment parce que j'ai fait une formation sur l'engagement militant dans ma structure, et à ce titre-là, j'ai analysé les discours des candidats au conseil d'administration national sur trois élections, donc en 6 ans, et les motivations qui étaient portées. Et j'ai fait aussi ça sur les élections en Drôme. Alors il faut distinguer les motivations, c'est ce qui nous pousse à agir au départ quand on ne sait pas ce qui se passe. Et puis après, j'ai aussi pour ce mémoire fait des entretiens un peu longs, de 1h30 en général, avec des militants de la structure et puis d'autres, pour pouvoir distinguer vraiment les particularités qu'on avait à la SL.
Et pour ce qui est des motivations, la première motivation, c'est une motivation, on va dire, de cohérence personnelle. C'est-à-dire de dire, moi, mes valeurs, c'est, je me suis engagée dans un métier d'éducation. Pour moi, c'est hyper important, l'acte éducatif. Je trouve que c'est ce qui fait qu'il y a un ciment dans la société. Et à ce titre-là, j'ai bénéficié de l'action de l'ASL un jour où j'ai vu à quel point les collègues ils pouvaient être dans la panade et qu'il fallait les aider. Donc, par cohérence personnelle, je vais m'engager. Ça, c'est les motivations. Et après, il y a les rétributions. Les rétributions, c'est quand on y a goûté au final, à cet engagement-là, pourquoi on reste. Alors, pourquoi on reste? Bon, ben, il y a toujours les rétributions, on va dire, symboliques. Ça me fait plaisir quand il y a un adhérent qui me dit merci, personne ne m'avait dit de faire ceci et grâce à vous, je continue, voilà, je suis en sécurité, j'ai réussi à apaiser le climat, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est j'apprends, c'est-à-dire que en m'engageant, j'apprends des choses, je suis formée, j'apprends à parler, j'apprends à être maître de moi-même quand j'ai au téléphone quelqu'un qui est désespéré, etc., ou qui est dans une situation véritablement conflictuelle. J'apprends sur des problématiques juridiques, et puis j'apprends aussi à gérer une structure locale, etc. Il y a tout ce qui est rétribution statutaire, c'est-à-dire que, alors chez nous ça marche pas trop, ça, les rétributions statutaires, parce que les gens ils sont déjà enseignants, ils cherchent pas à avoir un autre statut. Mais il y a aussi tout ce qui est affect et sociabilité, c'est-à-dire que les gens nous disent, ben moi je suis content d'appartenir à cette communauté. Parce que quand on se réunit 3 fois dans l'année, il y a les collègues de l'autre bout de la France, je me sens une véritable proximité avec eux. Et je partage des bons moments et je suis contente de les voir et je suis renforcée dans mon être profond quand je vois que je partage les valeurs avec tous ces gens-là parce qu'on fait une masse issue de toute la France. Voilà, en gros, c'est à peu près ça ce que j'ai identifié moi comme rétribution. Voilà. Et ça pourrait peut-être être intéressant que vous dites un petit peu vos motivations du coup parce que vous êtes bénévole chacun dans une association, sans Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec... Vous êtes d'accord un peu avec moi, cette motivation? j'aime beaucoup ce qui est dit. En plus, votre exemple, c'est quelque chose de super. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans une assoce pour un but très précis pour vos enfants et vous vous retrouvez présidente. C'est-à-dire que vous avez passé tous les stades. Et ça, c'est vrai que des fois, ça manque un peu parce que on a un peu l'impression des fois que dans les associations, les gens viennent parce que l'association veut leur apporter quelque chose. Votre exemple, par exemple, c'est faire de la danse à vos enfants. Et puis, une fois que c'est fini, ou même pendant le temps que ça se passe, eh bien, les gens ne veulent pas s'investir parce que s'investir, ça a une connotation assez négative chez beaucoup de gens. C'est-à-dire, on pense s'investir, ça va être politique, ça va être des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment parfait. Et une autre chose, c'est que vous êtes 3 associations, mais alors, j'allais dire, complètement opposées. Et ça, c'est fantastique. Vous êtes une association locale, très ancienne et locale, avec des gens qui viennent pour une raison très précise. Vous êtes un bloc national qui draine. D'accord, vous n'avez qu'une catégorie, mais c'est une catégorie tellement vaste. 500 000 adhérents. Ouais, voilà. Et quant à vous, on allait dire régional, mais en même temps, vous drainez un nombre de gens, un nombre d'activités, un nombre d'investissements qui m'impressionne énormément. Et je suis très fier que votre association soit adhérente à la FOL. Je suis encore plus heureux d'être à la FOL depuis que je vous entends. Voilà. En tout cas, personnellement, moi, j'ai commencé tout bêtement. Quelque part, ça se retrouve un peu comme vous, c'est-à-dire que on a eu un enfant qui a été scolarisé, fédération de parents d'élèves, et puis on continue, et puis un jour,
cet enfant, il devient un jeune homme, il passe le bac, donc on ne peut plus être à la fédération de parents, on reçoit un coup de fil de quelqu'un de l'AFOL. T'as pas envie de venir avec nous, machin, et puis voilà, et je suis là. Et voilà, c'est une espèce de cheminement presque naturel, j'allais dire. Voilà. Et je suis très bien où je suis. Mais tu es président de notre association aussi. Ah, alors, ça c'est le bon côté. C'est que quand vous mettez le doigt dedans. Un bénévole reste bénévole toute sa vie. Oui, et puis vous avez donc, en tant que membre de l'AFOL, je suis aussi membre d'une fondation qui s'appelle la Fondation Charles Darnaud, qui prête de l'argent à des étudiants, des apprentis de Drôme-Ardèche ou venant faire leurs études ou apprentissage en Drôme-Ardèche. Voilà, et je suis du coup aussi, qu'est-ce que je fais encore? Ah oui, à la Maison pour tous de Fontlosier, voilà, en tant que représentant de l'AFOL. Ça fait plein de choses à faire, voilà. C'est sympa. Est-ce que vous voulez rajouter Non, moi je suis assez nouveau sur Valence, donc je suis pas autant impliqué que vous. J'ai habité à Vienne, et par contre j'ai créé quelques associations à Vienne, dont une qui me vient comme ça, c'est Convergence Citoyenne. Et je reviens sur tout ce que vous avez dit, c'est le lien social qui se crée entre les personnes et puis les projets qu'on va apporter qui va nous faire venir du monde. Et je vois par exemple Convergence Citoyenne qu'on avait créée, on a démarré une quinzaine, on a fini à 70-80 personnes, membres de l'association, mais ça nous a permis de créer par exemple le forum des associations de la ville, il y a de ça il y a longtemps, c'est au siècle dernier. Et puis, oui, c'est vrai. Et puis, par exemple, d'initier sur la ville tout ce qui était le tri sélectif, avec des amis, mouvements écologistes, pour justement engranger une autre démarche sociale, on va dire, sur la commune. Mais tout dépend vraiment au démarrage du lien qui se crée entre les personnes. C'est ce que vous dites aussi, hein, c'est pareil. Hein. S'il n'y a pas ce cœur-là. Alors, ce qui est venu se greffer quand même depuis, c'est le numérique, quoi. Alors, c'est vrai que le numérique, pour être dans d'autres associations aujourd'hui nationales, ça facilite bien les choses, comme vous le dites, sur les questions des déplacements, des coûts et compagnie. Mais il faut quand même, je suis dans une grosse association nationale, une fois par an, quand même, on se retrouve physiquement, quoi. Il faut à minima ce temps-là de se voir, quoi. Mais c'est un travail de longue haleine, hein, de recruter des bénévoles et puis d'en fidéliser. Mais c'est bien les projets qui vont le faire. Et puis, autre chose qui a été évoquée aussi, c'est alors moi, j'ai été syndicaliste, hein, et ce que j'ai noté aussi, c'est que dans le syndicalisme, comme dans les associations, ceux qui dirigent vieillissent de plus en plus. Mais ponctuellement, sur des événements, on trouve du monde. C'est ce qui a été évoqué, entre autres, Adi, et puis même je pense que vous êtes dans le même cas. C'est-à-dire que s'engager dans la durée sur des postes de président, secrétaire, trésorier, etc., j'ai l'impression qu'on trouve de moins en moins de monde, quoi. Voilà. Oui, mais c'est un marchepied, s'engager ponctuellement et puis créer du lien interpersonnel et puis voilà. Je pense que les choses se font un petit peu comme ça aussi, hein. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui, d'un claquement de doigts, entre dans une association et prenne un poste au niveau du bureau. Il faut un certain temps pour que les choses se fassent. Et du coup, récemment, il y a le gouvernement qui a proposé un petit peu son aide auprès des associations sur l'engagement associatif, un soutien à l'engagement associatif avec des formations, des propositions de formation ou de simplification de démarches. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou vous avez d'autres idées peut-être pour amener plus de bénévoles dans les associations ou les fidéliser? Nous, au niveau national, on réfléchit à une manière de... Alors, surtout qu'on espère que
notre vivier de militants va s'élargir à d'autres métiers que les enseignants. Peut-être avoir recours au passeport bénévole qui permet déjà un dialogue sur les compétences acquises et sur ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et qui permet en gros de marquer des paliers dans l'acquisition de certaines compétences transversales. La trésorerie par exemple, ou bien l'animation de réseau. Voilà. Donc pour l'instant on ne l'a pas fait, mais ça a été évoqué parce que en effet c'est aussi un des intérêts de s'engager dans une grosse structure comme la nôtre. On apprend à faire des choses puisqu'on a aussi, en plus de nos bénévoles, on a plus d'une centaine de salariés et que nos militants en charge des départements, ils se retrouvent du jour au lendemain responsables hiérarchiques d'un salarié, alors qu'ils n'ont jamais été dans leur fonction souvent d'enseignant, et que gérer les congés, etc., ça ne s'improvise pas, ça demande des compétences et que c'est bien de pouvoir constater cela. Et le passeport bénévole, c'est un outil qui permet de faire ça. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, concernant ce que fait le gouvernement, nous, ça n'a pas changé fondamentalement notre modèle. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu une problématique, hein, la formation des bénévoles, parce que finalement, alors nous, on est une petite association, mais ça demande des compétences, on y arrive avec notre bonne volonté, mais on n'a pas forcément les compétences requises. Là, moi, je débute, hein. J'ai suivi une formation sur la gestion des conflits, parce que c'est vrai qu'en prenant un poste de présidente, honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir à gérer, alors j'allais dire autant de conflits, mais si, autant de problématiques conflictuelles. Voilà, donc c'était le DPSA. Alors ne me demandez pas l'acronyme, ce que ça veut dire, parce que je me rappelle plus. C'était une formation là-dessus. Et c'est vrai que ça, je pense que ça serait intéressant de pouvoir proposer, notamment aux membres du bureau, d'avoir plus de formations spécifiques pour ça. Après, c'est vrai que mon expérience au niveau de la CPTS, où nous aussi on s'est formé sur la gestion de projet, des choses comme ça. Ça a permis aussi de mettre en place peut-être des choses un petit peu plus cadrées sur la gestion des salariés, avec mettre en place un entretien annuel, des choses comme ça qui n'étaient pas. Ça va se faire petit à petit et organiser peut-être un peu des choses au niveau des réunions avec les familles pour leur présenter notamment les exigences au niveau des concours, formaliser un petit peu les choses, mais c'est vrai que par rapport aux formations, je pense que ça c'est vraiment important qu'on ait des possibilités. Au niveau des mesures gouvernementales, c'est vrai que je ne peux pas en parler parce que pour le moment j'en ai pas bien vu. Par contre, nous, on est quand même beaucoup soutenus par la ville. Il y a eu quand même pas mal de mesures pour les associations, notamment depuis le Covid, pour les loyers qui sont pris en charge. Nous, nos locaux, on utilise le gymnase de l'école Condorcet. On est vraiment, on a un gros soutien de la part de la mairie. Oui. Okay. Voilà. Okay. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, par rapport aux formations? Vous êtes aussi d'accord? Écoute, nous, on organise pas mal de formations. Alors, je parlais tout à l'heure de la communication non violente ou The Week, ceux qui connaissent cette formation au dérèglement climatique ou des plantations d'arbres. On est financé pour l'instant que par par du privé, enfin pas tout à fait du privé. On est allé sur des fonds européens, les fonds ce qu'on appelle LEADER, et on a eu 10 000 € pour les plantations d'arbres. On est allé sur des privés, quand je dis ça, c'est 2 entreprises du territoire, une d'ailleurs pas loin de chez vous, de Valrhona,
et puis les huileries Richard qui nous ont donné autour de 20 000 € pour ces plantations d'arbres et former les gens avec des professionnels des plantations d'arbres. On ne mise pas trop sur l'État en ce moment, sur les formations et sur les aides. Alors, je surprendrai personne en disant que la région Rhône-Alpes, on a perdu tous nos aides et tous nos financements le jour où on est passé de gauche à droite, on va le dire comme ça pour être sympa. L'État, c'est très compliqué, on est financé un peu sur les formations grâce à la Caisse des dépôts et consignations qui finance BioVallée, l'association BioVallée, qui elle-même, dans ses projets, a le financement de certaines associations qui ont une vision territoriale et une pratique territoriale. Donc, c'est des financements indirects de l'État, de la Caisse des dépôts, avec l'aval du ministère de l'écologie. Alors, du coup, effectivement, moi je suis là pour écouter toutes vos attentes, mais en tous les cas, surtout votre vie associative. Donc moi, je suis Séverine, je suis sur le développement de la vie associative de la FOI26 et je suis montée récemment à Paris sur les rassemblements nationaux de tous nos pôles vie associative des différentes fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement. Et effectivement, lors d'une table ronde aussi, ce qui a été évoqué suite à un sondage, c'est le fait que beaucoup d'associations, alors ça n'a pas l'air d'être votre cas et tant mieux, mais quand même beaucoup d'associations sont en perte de bénévoles et surtout des bénévoles dirigeants, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles de terrain qui viennent, comme pour vous, votre festival, en nombre et qui sont là sur ce qu'on appelle presque un one-shot, c'est-à-dire voilà, sur un instant, puis qui repartent après sur d'autres horizons, mais plus sur la gestion du projet sur le long terme. Donc une perte de ces bénévoles dirigeants, mais que nous, par contre, au niveau de la Ligue de l'enseignement, sur cette inquiétude-là, on n'accompagne peut-être pas suffisamment les associations sur comment, effectivement, toutes les questions que Camille vous a si bien posées, comment accueillir des bénévoles, comment les fidéliser, comment leur donner envie d'adhérer à votre projet. Et donc avec Elodie France, qui est aussi sur le pôle vie associative de notre fédé départementale de la Drôme, nous sommes en train de préparer une visio. Elle se déroulera d'ailleurs le mardi 17 juin de 12h30 à 13h30. Pour vous présenter vraiment toutes les possibilités proposées pour les bénévoles. Vous avez parlé de formation, il y a notamment le compte engagement citoyen qui a été mis en place par l'État pour aider justement les bénévoles à se former. En fait, il y a beaucoup d'outils, il y a même des outils, on a parlé du numérique dernièrement, des outils numériques où vous pouvez même poster vos attentes de bénévoles, des missions qui peuvent être d'1 heure, de 2 heures, donc il y a de plus en plus de plateformes qui sont proposées. Donc voilà, nous l'idée ça va être de répertorier tout ça pour vous le présenter au sens large, sans rentrer trop dans le détail, mais pour que vous voyez un petit peu au niveau du bénévolat tout ce qui existe, tout ce qui peut être valorisé, quelles sont un peu les idées aussi pour les fidéliser. Et puis après, s'il y a vraiment des thématiques qui vous plairont, vous aurez envie de plus développer, là on essaiera de le faire, mais pour le coup en présentiel, pour un peu plus développer. Merci à vous pour toutes ces interventions. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la fidélisation passe par l'humain, par l'écoute et par une organisation claire et souple. Merci aussi à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous envoyer vos retours pour les prochaines émissions.